immense compositeur de musique de film. On lui doit 500 musiques de film, parmi les plus célèbres, que ce soit La Boum, Le Grand Blond, Diva, Le Bal, La Chèvre. Bonjour Vladimir Cosma. Bonjour Patrick. C'est incroyable que ces musiques qui étaient destinées à des films, souvent des comédies d'ailleurs, et pas que, soient devenues si populaires. Mais oui, je ne les ai pas faites dans un esprit de comédie ou tout ça. Je les ai faites pour le plaisir de la musique, que ce soit pour une comédie ou pour un film triste ou autrement. Et les gens sentent ça et se les ont appropriés. Oui, on va voir des images, Vladimir Cosma qui dirige un grand orchestre. Et ça, quand on a l'occasion de le voir, c'est des moments merveilleux. Diriger un orchestre, Vladimir, c'est toujours le rêve d'une vie, ça. Pour moi, ce n'est pas le rêve d'une vie, c'est la réalité d'une vie, puisque j'ai, depuis le début, dirigé mes musiques, composé et dirigé mes musiques. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant, puisque vous apportez exactement ce dont vous avez rêvé. Et ça ne passe pas par le filtre d'une interprétation d'un chef d'orchestre ou de quelque chose. C'est vous-même que leur donnez la tonalité. Oui, regardez quelques images. Vladimir Cosma en concert. Il y a des grands moments sur scène, Vladimir. Il y a des solistes qui viennent comme ça apporter leur touche sur des morceaux ultra célèbres que tout le monde a envie de chanter, en fait. Ben, écoutez, qui les chante. Et parfois, on ne peut pas les chanter. Il faut les jouer sur un violon ou au piano ou au violon, etc. Ouais. Et alors, le public, moi, j'en ai été témoin, évidemment, il participe quelque part. Il tape dans ses mains, il chante. C'est des airs qu'il connaît. On va voir encore des images. C'est des grands moments de communion, Vladimir Cosma. Exactement. Exactement. J'ai compris depuis que j'étais petit que je ne faisais pas de la musique uniquement pour moi et pour mon plaisir. Je la faisais pour les autres et pour que les autres se les approprient. Et ils font ce que vous dites, les chantent, ils vivent avec ces musiques. Ouais. Et il y a des tubes incroyables. Écoutez ça. Toi, enfant de la terre, n'oublie pas. Tu ne pourras pas y échapper, c'est gravé. L'avenir, malgré nous, doit toujours devenir. Ah, évidemment, l'amour en héritage. On réécoutera encore tout à l'heure d'autres extraits. Tiens, on va écouter peut-être L'aile ou la cuisse. Ça rappelle Louis de Funès. Belle rencontre avec Louis de Funès. Ah oui, extraordinaire, parce que c'était à mes débuts. Je n'étais pas connu et je faisais la musique du Rabbi Jacob. C'était mon deuxième film ou quelque chose comme ça. Et donc, quand De Funès a accueilli cette musique et il a applaudi, m'a écrit une lettre inoubliable que je n'oublierai jamais, c'est quelque chose qui m'a marqué et reste gravé dans ma tête. Oui, parce qu'il voulait danser évidemment sur cette musique. C'était très important. Rabbi Jacob, ce personnage, la musique est essentielle, Vladimir. Absolument. D'ailleurs, quand Gérard Houry m'a engagé, il m'a engagé pour cette musique en me disant ça va être le moment le plus important du film. Oui. Et ça a été le cas. Il y a un moment très fort, évidemment, La Boum, Your Eyes. Ça, c'est un tube incontournable. Là, on a une version avec Nolwenn Leroy, merveilleuse chanteuse. Hein. Et ben là, c'est évidemment, à la fois, on se rappelle le film, Sophie Marceau, et puis évidemment la musique qui l'accompagne et qui est incontournable. Écoutez. Your eyes open wide as I looked away. Couldn't hide what they meant to say. Feelings lost in a crowded room. It's too soon for a new love. When you smile, your eyes show your heart. Long
with people around. True love is hard to find. Absolument incontournable, hein, cette chanson. C'est l'imaginer, évidemment, que c'était un slow, c'est la boom, avec Oui. Sophie Marceau, Claude Pinoteau qui réalise. Il fallait un slow, là. Hein. Oui, mais c'est le deuxième slow, puisque c'est la boom 2, ça, Your Eyes. La boom principale, première, c'était Reality, dans la boom 1. Oui, oui. Et alors, on va l'entendre, Reality. Ça aussi, c'était dès le début, quand Claude Pinoteau dit « va faire un film avec une jeune débutante qui s'appelle Sophie Marceau ». Elle n'était pas connue à l'époque, hein. Non, personne n'était connu. Personne n'en avait entendu parler. Et il fallait imaginer la scène de slow. Alors là, vous vous dites quoi, Vladimir? Comment on imagine un slow imparable? Je ne dis rien du tout, puisque je n'étais pas spécialiste de slow ni de musique de danse. C'est la première fois que j'écrivais une chanson de ma vie. J'étais plutôt tourné vers la musique classique, la musique de jazz, tout ça, mais la musique de danse, c'était quelque chose de nouveau pour moi. Et je l'ai abordé comme n'importe quelle autre musique, c'est-à-dire que j'ai fait ce thème comme un andante d'une symphonie. Et c'est l'orchestration par la suite qui lui a donné le côté dansant et le côté ce qu'on attendait Ouais. de Et la... combien se sont aimés après la boum sur ça, écoutez. Dreams are my reality, a different kind of reality. I dream of Alors, c'est vrai, vous le disiez, Vladimir, c'est qu'on vous associe beaucoup aux comédies. Mais c'est un plaisir d'écrire pour des comédies. Il y a quelque chose qui fait que... Bon, on va entendre La Chèvre, évidemment. Dire, voilà, on va inventer quelque chose, un habillage avec peut-être des instruments exotiques, d'imaginer ce film avec Pierre Richard et Gérard Depardieu, La Chèvre. C'est-à-dire que je n'ai jamais essayé de faire une musique comique ou une musique de comédie. Les musiques, vous voyez, elles sont pas particulièrement ni gaies ni tristes. Elles ont une couleur personnelle, mais ça peut s'adapter sur une scène comique ou sur une scène dramatique. La musique ne décrit pas. Je n'aime pas les musiques descriptives et je ne veux pas décrire par ma musique ce qu'on voit à l'image, les dialogues, etc. Ça, c'est un commentaire qui vient par-dessus, supplémentaire. Oui, mais là, on entend l'utilisation d'instruments traditionnels, là, c'est la flûte. Et évidemment, c'est très important d'utiliser comme ça. C'est une flûte, une quena. C'est une flûte sud-américaine spéciale. Oui, ça donne ça. Alors c'est vrai que sur scène, évidemment, ça c'est incontournable. Le morceau d'après l'est tout autant, Vladimir. C'est une rencontre avec Yves Robert et c'est une rencontre décisive dans votre vie. C'est le grand blanc avec une chaussure noire. Je dis rencontre décisive avec Yves Robert. Absolument. Qu'est-ce qui a changé du jour où vous avez rencontré ce réalisateur incroyable ? Ça a changé ma vie tout d'un coup, puisque tout d'un coup, on m'a mis en lumière. Et ma musique est devenue en lumière et ça a été mon premier grand succès populaire. Avec un instrument qu'on ne connaissait pas avant, qu'on a découvert à cette occasion. Oui. On disait c'est un film, il faut une musique à la James Bond. Et là, vous amenez un instrument traditionnel. Parce que oui, c'est un parce que film pour moi, Pierre Richard jouait le rôle d'un espion. Alors, on l'associait, les scénaristes, etc., à James Bond. Mais moi, je me suis dit, c'est pas parce que c'est un espion qu'il est anglais ou anglo-saxon. Je vais faire un espion qui vient de Russie ou qui vient de Roumanie ou d'un pays que je connais bien, puisque je viens de là-bas. Et avec un instrument de là-bas, la flûte de Pan roumaine. Ouais, oui, c'est vrai. Il faut quand même le dire, vous êtes né en 1940, Vladimir, à Bucarest. Oui. Et que grandi avec la musique, vos parents musiciens. Hein. C'est vrai que votre père vous a amené très tôt écouter des orchestres symphoniques.
symphonique et pas symphonique, puisqu'il avait lui-même un orchestre de musique légère, de variété. Et donc, je mélangeais les genres et les styles. Et pour moi, il n'y avait pas de musique classique, de musique de jazz et autre chose. J'ai essayé de toucher à tout et de faire s'interpénétrer les genres. Oui, c'est vrai qu'arriver à Paris, très jeune finalement, tout de suite des rencontres décisives se font. Il va y avoir le conservatoire, il va y avoir Michel Legrand, Claude Bolling. Oui, c'était pas si jeune que ça. Je suis arrivé vers les 20 ans. Donc jeune, mais pas si jeune que ça. J'ai rencontré ces gens-là. Pour Michel Legrand et Claude Bolling, j'ai commencé à être leur assistant. J'ai travaillé pour eux pendant des années avant de prendre mon envol tout seul et d'écrire mes musiques tout seul, sans leur aide, quoi. Oui, c'est vrai que dans les musiques, et là, enfin, je voudrais qu'on revienne sur la musique de Rabbi Jacob, il y a ce côté folklore qui est important. Puis pêcher aux musiques comme ça, du monde entier, en fait, s'inspirer comme ça. Oui, c'est très important, le folklore pour moi. D'ailleurs, dans les pays communistes dans lesquels j'ai vécu dans ma jeunesse, on donnait une très grande importance à la musique populaire. Et on nous encourageait à nous inspirer de ces musiques-là. Ce que j'ai fait, et toute ma vie, j'ai baigné dans les musiques classiques de jazz, mais aussi dans les musiques populaires, notamment de Roumanie. Oui, c'est-à-dire qu'au fond, toutes les musiques sont des grandes musiques. Au fond, il n'y a pas de... La musique populaire, c'est ça pour vous, Vladimir? La musique populaire, c'est la musique de base, c'est la musique qui m'a nourri. J'ai été élevé dans cette musique-là et j'ai parcouru ma vie en essayant de la comprendre, de la développer. Parce qu'il faut savoir que la musique populaire, de quelque nation qu'elle soit, c'est une musique statique qui n'évolue pas. La musique populaire roumaine ou française ou russe, elle est la même aujourd'hui qu'elle était il y a 200 ans. On le joue à la note près. Alors nous, les compositeurs classiques, on lui donne une vie et on la transforme et on la fait qu'aujourd'hui, la musique n'est plus vraiment populaire, elle est influencée par la musique populaire, mais elle devient une musique à part entière. Oui, un grand, grand succès, Vladimir, c'est ce morceau-là que vous allez utiliser dans 2 films, mais dont l'un va devenir très célèbre. Destinés, on était tous les deux destinés à voir nos chemins se rencontrer, à s'aimer sans demander pourquoi, toi et moi, destinés. C'est vrai qu'il y a eu les sous-doués, et puis le après, Père il y a Noël eu est le une- Père Noël est une ordure. Alors je ne sais pas lequel vous considérez, vous, comme ayant apporté plus à la musique ou vice-versa. Est-ce que c'est la musique des Sous-doués ou la musique du Père Noël? Les deux. Puisque les deux ont été numéro 1 dans les charts à 2 ans de différence. Ouais. Et alors, il fallait un slow, encore une fois, dans Le Père Noël est une ordure, pour que Christian Clavier puisse danser avec Thierry Lhermitte. Et personne n'a oublié évidemment de la scène. Et là, Destinée, c'était parfait. C'était parfait, surtout que c'était pas cette musique qui devait être jouée. En fait, le metteur en scène, Jean-Marie Poiret, m'a demandé de faire la musique de tout le film, mais sauf de cette chanson qu'il voulait prendre dans le répertoire de Julio Iglesias et avoir un slow chanté par Julio Iglesias. Donc je faisais la musique de tout le film, sauf de cette chanson-là. Alors, au moment de la fête, quelques jours après, je reçois un coup de téléphone désespéré de la production qui me disent « Écoutez, il y a une catastrophe, nous ne pouvons pas avoir les droits de Julio Iglesias, donc il faut une musique particulière pour cette scène-là. Est-ce que vous n'avez pas, vous, une musique dans votre répertoire ou quelque chose qui peut devenir la musique du film ?» Tout d'un coup, j'avais fait pour les Sous-doués en vacances, j'avais fait cette musique, il collait parfaitement bien, mais il me fallait l'accord de Zidi, l'accord de Guy Marchand, l'accord de tout le monde, que j'ai eu
tout de suite, ils m'ont donné l'accord. Donc la chanson s'est trouvée propulsée d'un film à un autre. Numéro 1 une deuxième fois. Oui, voilà, exactement. Et qui est resté évidemment inoubliable. On sait, Vladimir, votre amour de la musique, des orchestres. Évidemment, quand on vous voit sur scène, vous dirigez un orchestre, c'est 120 musiciens sur scène, qu'on va pouvoir le voir à la scène musicale. Faut pas exagérer, 6 il n'y a pas et 7 120 décembre. Il n'y a pas 120 musiciens sur scène, il y a 80 musiciens dans l'orchestre. Il y a des chœurs, une vingtaine de chœurs. Et puis, si on compte les solistes et tout ça, on arriverait peut-être pas loin de 120, mais pas uniquement musiciens, pas l'orchestre seul. Mais ce qui est extraordinaire, et là, on va entendre encore un morceau, pour lequel vous avez obtenu le César de la meilleure musique de film. Et ça, c'est inoubliable. Écoutez. Évidemment, l'air de la Wally, Guillermine Fernandez, soliste, soprano. Et là, ce film de Jean-Jacques Benex, Diva, va apporter aussi quelque chose d'incroyable dans votre carrière, Vladimir. Oui, absolument. C'est une musique dans un genre complètement différent. Et je pensais prendre quelque chose du répertoire, mais inconnu pour le public. Et il m'est venu dans la tête cet air de la Wally, écrit par Alfredo Catalani, que j'ai trouvé dans l'opéra et que j'ai retransformé et réécrit pour le film. Et c'est devenu ce que vous entendez. Oui, un grand moment d'émotion. On l'écoute encore. C'est magnifique. Extraordinaire. Donc voilà, et ça, on le retrouve sur scène. Voilà, ça c'est un double CD, Vladimir Cosma en concert, qui dirige ses plus grandes musiques de films. Et puis, alors, il y a eu un autre César, évidemment, Ettore Scola, Le Bal. Magnifique film, incroyable film, Le Bal. Imaginez une musique comme ça, qui va raconter l'histoire à travers les musiques. Oui, parce que le film est un film muet, il n'y a pas un mot. C'est la musique qui raconte toute l'histoire du film, mais il n'y a pas un mot d'un bout à l'autre du film. Oui, donc il faut l'imaginer, les périodes, la guerre, la libération. Oui. Et au fond, ça, ce qui est génial, Vladimir, c'est qu'au fond, c'est ça votre vie, c'est qu'au fond, les musiques épousent les époques. Ça, c'est vrai que ce bouquin-là, qui est publié chez Plomb, qui raconte votre histoire, Vladimir Cosma, vos mémoires, hein, et c'est vrai que c'est incroyable parce que tout à l'heure, on parlait de Yves Robert. On va encore entendre des musiques que vous avez faites avec Yves Robert. Tiens, c'est par exemple Un éléphant, ça trompe énormément. Quand on entend ces musiques, on ne peut pas s'empêcher de voir les images, de voir Jean Rochefort, Annie Dupéré. Et on revoit le film. C'est ça une bonne musique de film. C'est une musique qui rappelle immédiatement les images. Mais la musique ne décrit pas le film. La musique, c'est une musique de piano, tout ça ne raconte pas ni Jean Rochefort, ni tout ça. Mais en voyant le film, les gens font le rapprochement et ça devient la musique du film. Et ils ne peuvent pas imaginer ce film et Jean Rochefort sans cette musique. Oui, Yves Robert, merveilleux artiste. Merveilleux réalisateur. Hein. Absolument. Ouais. Pour moi, ça a été une bénédiction, la rencontre avec lui. On va entendre la première rencontre avec lui. C'est Philippe Noiret qui va être enfermé avec ses saucissons. C'est Alexandre le Bienheureux. On y découvre une Marlène Jobert débutante.
Oui. Jean Carmé aussi, débutant, Et Pierre Richard, et Pierre Richard qui apparaît. dans un petit rôle, mais très marquant. Oui. C'est la première collaboration, Alexandre le Bienheureux. C'est quelque chose de très fort. Oui, c'est très fort parce que tous ces gens que vous avez cités faisaient leur premier film, que ce soit Pierre Richard, Marlène Jobert, Jean Carmé. C'était la première fois qu'ils jouaient dans un film. Et quel film! Oui. Et Philippe Noiret, c'était pas son premier film, mais c'est le film qui l'a propulsé très haut. Ouais. Et là, vous imaginez la musique qui accompagne le chien. Parce que le chien est très important dans le personnage. Absolument, oui, bien Là, sûr. mais comment une musique avec un chien? Mais j'ai cherché un instrument particulier pour le chien et j'ai trouvé l'ocarina basse. Et le thème du chien du film est joué par cet instrument particulier, un peu comme j'ai trouvé dans les autres films dont on a parlé avant. Écoutez ça, Alexandre le Bienheureux. Incroyable. Là, on vous imagine sur scène. Hein. Comment vous êtes sur scène, Vladimir, avec votre baguette fameuse? Comment vous vous sentez quand vous dirigez l'orchestre? Extrêmement beau. Extrêmement beau. Tout le monde se parle devant moi. Sur scène. Après, quand je sors du scène, c'est rien du tout. Mais sur scène, vous êtes Je plaisante, mais enfin... Oui, je vois, vous tournez parfois vers le public, comme ça, avec vos baguettes, comme ça. Vous tournez le dos à l'orchestre, puis le public participe, tape des mains, chante. Il faut, puisque j'ai fait ça pour eux. Donc il faut qu'ils participent, il faut qu'ils donnent, pas seulement acheter la place du ticket, il faut qu'ils donnent leur cœur et leur fête qu'ils ont aimé. Oui. Vous parliez à l'instant de Pierre Richard. Oui. Et plein de films. Évidemment, tout à l'heure, c'était Le Grand Blond. Là, on va entendre Le Distrait. Là, c'est son premier film de réalisateur. Et il fait appel à vous, bien sûr. Le Distrait. Ah, Le Distrait, oui. Ouais. Oui. Beau souvenir, ça, Vladimir? Très beau souvenir parce que j'ai trouvé une couleur aussi. Le film m'a beaucoup plu. Et puis j'ai trouvé une couleur intéressante de mélange de saxophone qui donne un côté clownesque aux personnages. Voilà, on les entend un peu. Et cette couleur, je l'ai gardée quelques années pour Pierre Richard, pour ses films suivants aussi, Les Malheurs d'Alfred, etc. Oui, c'est vrai qu'on peut associer à un des personnages des musiques particulières, des instruments. Tout à fait, tout à fait. On peut les associer et j'ai toujours essayé, dans la musique de film, d'associer un personnage pas seulement à un thème musical, mais à un instrument aussi particulier. Et c'est le cas dans Le Distrait. Ouais. Ce qui est incroyable, Vladimir Cosma, c'est le nombre de musiques incroyables, inoubliables et de succès populaires que vous accompagnez. Là, on va entendre la musique d'un film qui est devenu culte, mais derrière, on voit des affiches. On voit L'Animal, Le Jaguar, L'Étudiante, évidemment, Les Compères, L'As des As avec Belmondo. Et puis ça, c'est inoubliable. Écoutez, Le Dîner de cons. Bien sûr, il y a Jacques Villeray, vous retrouvez Thierry Lhermitte. Hein. Oui. Et comment on se dit qu'un film comme ça, qui est devenu, de Weber, qui est devenu culte, est un immense succès? Ça vous étonne? Vous paraissez toujours étonné, c'est un immense succès. Mais on fait les films, je fais les musiques pour qu'elles plaisent, qu'elles soient des succès. Et ce qui m'étonne, c'est pas quand ça fait des succès, mais quand ça fait des flops. Quand je fais une musique qui ne plaît pas, ça m'inquiète beaucoup. Pourquoi ça n'a pas plu? Pourquoi cette musique que j'ai faite avec le même amour que les autres, n'a pas trouvé résonance auprès du public? Et je n'ai pas de réponse à cette question. Oui, mais tant de succès,
musique pour la télévision, vous prenez Michel Strogoff, vous avez L'amour en héritage, évidemment, la voix de Nana Mouskouri, qui est inoubliable. Tant de succès, et puis aussi des symphonies. Puis aussi, vous allez imaginer un jour un spectacle autour des fables de La Fontaine. Vous allez toujours chercher quelque chose, Vladimir Cosma, pour inventer toujours comme ça, toujours nouveau. J'ai toujours ma devise en matière de musique. On me demande qu'est-ce qu'une bonne musique. Et pour moi, une bonne musique du film, c'est d'être populaire et savante en même temps. Populaire, c'est-à-dire ouverte vers tout le monde, mais que ça ne soit pas une musique banale, pas sous prétexte qu'il faut retenir le thème, que ça devient une espèce de rengaine qu'on a déjà entendu 25 000 fois avant. Donc il faut qu'il y ait une recherche, c'est pour ça que je parle du mot savant, parce que la musique doit paraître populaire et simple, mais elle ne doit pas être simpliste. Merci Vladimir Cosma. Vous êtes prêt à aller sur scène, à la scène musicale, là? Écoutez, je ne suis pas sûr si je suis prête à y aller, mais je vais être obligé d'y aller. Le public va vous attendre, évidemment. Ça aura lieu les 6 et 7 décembre dans cette incroyable salle, une des plus belles salles d'Europe, avec des solistes prestigieux, un orchestre philharmonique et l'immense bonheur d'entendre vous diriger ces musiques inoubliables qui sont votre vie, au fond. C'est vrai? C'est votre vie? Absolument, absolument. Mais maintenant, le passage de ma vie se raccourcit, donc ça a été ma vie et il me reste encore un tout petit peu de vie pour essayer de les propulser encore tant que je peux. Merci. Vladimir Cosma, ne le ratez pas en concert. Tant d'autres musiques encore, mais on en a écouté quelques-unes et c'était un bonheur. Merci beaucoup Vladimir Cosma. Merci à vous, Patrick, et à la prochaine fois avec le même plaisir.